Eh bien, bonjour à ce webinaire consacré spécialement au financement de la formation professionnelle, avec en sous-titre « Comment optimiser son budget ». Donc, un titre prometteur que je vous propose de vous présenter en compagnie d'Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Philippe, bonjour à tout le monde et bienvenue à ce webinaire. J'en profite peut-être Philippe pour dire qu'effectivement vous avez la possibilité tout au long du webinaire de poser vos questions dans le chat. On prendra un temps de questions-réponses à la fin du webinaire pour pouvoir y revenir en live. Et si vraiment il y a beaucoup de questions, on reviendra vers vous ensuite. On essaiera de garder un temps de questions-réponses, donc surtout n'hésitez pas. Alors, le financement de la formation, donc organisé par Caraxo aujourd'hui, nous sommes spécialisés sur le droit de la formation, l'ingénierie de la formation, tout ce qui est GPEC et négociation sociale. Eh bien, ce thème du financement de la formation nous pose deux questions. La première question renvoie sur tout simplement de se dire, est-ce que le financement de la formation, c'est un investissement ou une dépense? Alors, on voudrait que ce soit systématiquement un investissement, mais très, très régulièrement, on le traduit en dépense. Ça se comprend. Il faut que cette dépense soit traduite en investissement. Et pour cela, on va se poser donc une autre question, c'est de se dire, est-ce que je dois imaginer réduire mes dépenses en matière de formation ou est-ce que je dois générer une logique d'optimisation des budgets? Eh bien, nous, on a pris le parti d'attaquer le sujet sous les deux angles. Et pour cela, dans un premier temps, de se dire, voilà, est-ce qu'il y a des financements possibles à l'extérieur? Réponse oui, il y en a, mais sous condition. Ça, c'est une première approche. Mais il y a quand même une deuxième approche qui vise un peu la réduction donc, des dépenses au travers d'une meilleure analyse des besoins en financement, sous-entendu des besoins en développement des compétences. Alors pour cela, on doit quand même regarder un peu la réalité des chiffres du financement de la formation à l'heure actuelle. Alors Émilie, ça donne quoi? On perçoit combien au travers des collecteurs et au final vis-à-vis de France Compétences? Oui, alors vous avez le tableau du financement, donc des montants de collecte qui représentent, comme vous le voyez, plus de 8 milliards d'euros. Donc vous avez différentes lignes, la CUFPA, le CPF-CDD, la CSA, une contribution spécifique pour les intermittents et le versement conventionnel et volontaire. Et donc là, voilà, on voit finalement l'ampleur de ce que représente la collecte de la formation. Oui, et puis du côté du CPF, le jaune, vous savez, qui est le document budgétaire fiscal de la formation professionnelle émis par donc l'administration, le jaune nous donne deux informations relatives au droit correctif. Vous savez, le droit correctif, c'est ce que les entreprises vont devoir verser sur les compteurs des salariés lorsqu'elles n'ont pas respecté les entretiens professionnels, la formation non obligatoire. Eh bien, les premiers chiffres que nous avons, 534 entreprises ont déjà versé au titre du droit correctif plus de 19 millions d'euros. Ça représente un peu l'équivalent de 3 000 euros pour 6 439 personnes exactement. De l'autre côté, la dotation volontaire, c'est l'argent que les entreprises vont déposer sur l'application CPF. Eh bien, à l'heure actuelle, les chiffres nous disent que 7 658 entreprises ont déposé de l'argent pour un montant qui dépasse là aussi les 19 millions d'euros pour environ 1 900 euros par bénéficiaire, ce qui est quand même une belle somme. Donc, ce sont les sommes déposées sur les compteurs CPF à la volonté de l'employeur. D'autres chiffres, Émilie, au niveau des OPCO? Oui, alors sur les OPCO, donc au niveau du plan de développement des compétences en 2021, 5 millions de stagiaires pour un engagement de 13 milliards d'euros. Et puis les OPCO sont aussi bien sûr concernés notamment par les contrats d'apprentissage où là, on voit un passage de 369 000 contrats d'apprentissage en 2019, mais ce n'est pas une surprise, à 731 000 contrats d'apprentissage en 2021. On le sait, du coup, l'apprentissage a pris beaucoup d'ampleur. Oui, l'apprentissage a pris beaucoup d'ampleur et on aura l'occasion d'en reparler dans cette approche. Alors, le CPF, un point, toujours avec pour source le jaune budgétaire de 2023, au titre donc, des années 2020, 2021 et 2022. 1 730 300 demandes de CPF en 2022, c'est énorme.
pour, au premier semestre 2022, un engagement de 1,37 milliard d'euros. C'est donc énormément d'argent. Et on retrouve donc au sein des applications 16 891 organismes de formation qui proposent jusqu'à 200 000 formations dans ce contexte. On est dans un environnement quand même gigantesque. Et tout ça nous amène effectivement à nous poser la question de l'optimisation des budgets formation. Alors, cette optimisation des budgets formation, on va vous la proposer en 3 temps. Dans un premier temps, on va se poser la question de l'analyse du besoin. Alors, vous pourriez imaginer du besoin en compétences, mais finalement, on va être dans une dynamique d'analyse du besoin en financement qui est la résultante de l'analyse du besoin en compétences. Pour cela, le centre de notre réflexion va se concentrer sur le bon choix des dispositifs d'accès à la formation et des outils d'accès à la formation. Vous verrez ce qu'on entend par ce vocabulaire au regard des possibilités de financement. Ça va être le cœur de l'optimisation du budget du financement de la formation. Et puis, bien entendu, on va imaginer quelles relations on peut développer avec les acteurs de la formation, et plus particulièrement les acteurs financeurs de la formation, comme par exemple les OPCO ou les associations de transition professionnelle. Allez, commençons tout de suite par le premier point, l'analyse du besoin en financement. Eh bien, l'analyse du besoin en financement, elle démarre avant toute chose par la construction du plan de développement des compétences. Alors attention, la plupart du temps, dans les entreprises, on va fixer, avant la construction du plan de développement des compétences, un budget. Pour autant, nous partons quand même de la construction du plan pour en déterminer les dépenses qu'il faudra imaginer et de ce fait les investissements en matière de financement de la formation. La construction du plan se structure en 2 temps. Il y a une approche obligatoire, avec des formations, des formations qui sont réglementaires, hein, les habilitations électriques, les sauveteurs secouristes du travail que vous connaissez bien. Un deuxième point relatif aux formations obligatoires, non obligatoires. Alors cette appellation est toujours un petit peu bizarre, mais vous savez, c'est l'action de formation que l'entreprise doit réaliser au moins une fois tous les 6 ans par collaborateur. Et enfin, les actions de formation de type adaptation au poste et maintien de l'emploi. Et la première réflexion d'optimisation des budgets par rapport à cette approche obligatoire, bien déjà, c'est de se dire que souvent, les formations obligatoires, non obligatoires, peuvent s'inscrire dans le cadre des formations d'adaptation au poste et maintien dans l'emploi. Il n'y a pas 2 actions de formation systématiquement à générer. L'une peut s'exprimer de ce fait à la fois au travers de la formation obligatoire, non obligatoire et à la fois au regard de la formation d'adaptation au poste. Les formations réglementaires, elles sont celles qui sont notamment issues du Code du travail. Il y a d'autres codes qui vont faire état des formations réglementaires, mais souvent, ces formations réglementaires sont rattachées au répertoire spécifique et souvenez-vous, le répertoire spécifique va générer potentiellement la possibilité de mobiliser des dispositifs financés par les OPCO ou par les AT-Pro. Émilie, pour l'approche volontaire, comment ça se passe? L'approche volontaire reprend davantage des actions de formation qui, évidemment, de par définition, ne sont pas obligatoires et qui vont plutôt relever d'une dynamique d'entreprise. Donc, dans la dynamique de l'approche volontaire, on va retrouver les formations qui vont être en lien avec la stratégie de l'entreprise et qui vont donc descendre de cette stratégie. Les formations qui pourraient être attachées aux grands projets de l'entreprise, en lien ou pas avec la stratégie, mais souvent en lien avec la stratégie. Et enfin, ce qu'on va appeler, et dont on va parler beaucoup au cours de ce webinaire, les formations relevant de l'évolution professionnelle, individuelle et personnelle. Alors, quand on parle de formation liée à l'évolution professionnelle individuelle, c'est quand nous mettons en place une action de formation pour un projet qui est partagé avec l'entreprise. Et l'évolution personnelle, professionnelle, mais personnelle, est dite pour un projet finalement qui est personnel et donc non partagé avec l'entreprise. Et ce sujet notamment est très important, la distinction entre individuel et personnel, puisqu'on ne mobilisera pas les mêmes dispositifs dans un cas et dans un autre, et donc ça va venir toucher directement le sujet du financement.
Alors, dans cette dynamique, vous le verrez, hein, sur cette approche volontaire, il y aura une volonté de l'employeur, une volonté du salarié, et ça va nous amener à vous parler du co-engagement. Alors, notamment, hein, le co-engagement du plan de développement des compétences avec le CPF. Ça, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors, ça, c'est la partie construction du plan de développement des compétences. Voyons maintenant la partie relative à la construction du plan de financement, composé de deux approches. Pareil, hein, une approche fiscale, une approche financière, c'est presque une approche obligatoire, une approche volontaire. L'approche fiscale, eh bien, elle s'exprime d'un certain nombre de points. C'est le paiement de la contribution unique à la formation professionnelle et en alternance. Donc là, c'est de l'obligatoire, il n'y a pas de question à se poser. Vous avez la contribution conventionnelle qui va être source de financement, mais là, il sera intéressant pour vous, entreprise, parce que ça concerne essentiellement l'employeur, de se rapprocher de son OPCO afin de savoir s'il y a ou pas une contribution conventionnelle, si vous ne le savez pas. D'imaginer si vous faites des contributions volontaires en tant qu'employeur, comment vous pouvez les mobiliser, et souvent on les oublie, et vous allez voir quand même, c'est une belle somme. Et puis, vous avez aussi la CSA, donc la contribution supplémentaire à l'apprentissage. Souvenez-vous, c'est quand on n'a pas atteint le pourcentage de contrats en alternance. Bien là aussi, c'est l'occasion de faire des économies parce que parfois, on ignore qu'il y a cette obligation d'avoir un certain pourcentage de contrats en alternance. Et dès lors, eh bien, on va payer, dans certains cas, bêtement, j'ai presque envie de vous dire, cette CSA alors qu'on aurait pu l'éviter. Et puis, il y a le fameux droit correctif aussi. Ça, c'est une occasion de réduire ses dépenses en formation, eh bien, en respectant la réalisation des entretiens professionnels et la réalisation de la fameuse action de formation non obligatoire. Donc, voilà ce qui se passe au niveau de l'approche fiscale. Rien que sur ce point-là, il y a de nombreuses économies à imaginer. Pour l'approche financière, Émilie, comment ça se passe ? Alors pour l'approche financière, eh bien effectivement, vous voyez, on va s'orienter fortement envers les acteurs puisqu'on va parler de financement employeur, donc le financement directement par les fonds de l'entreprise et par les fonds de l'employeur, le financement via des financeurs externes, on le verra tout à l'heure et notamment en fin de webinaire, les financeurs externes étant notamment les transitions pro, les OPCO, et enfin le financement salarié, c'est-à-dire un investissement directement de salarié lui-même. Et donc tout ça sera réabordé tout à l'heure. Oui, donc l'intérêt, hein, c'est vraiment la co-articulation, le co-engagement de ces différents acteurs, de voir comment ils peuvent se structurer les uns avec les autres. Donc voilà ce premier schéma qui me semble assez parlant pour poser toute notre logique d'optimisation du budget formation. Passons maintenant à la partie numéro 2. Alors la partie numéro 2 consiste à se dire, mais voilà, il existe des dispositifs d'accès à la formation à l'initiative de l'employeur, à l'initiative du salarié, il existe des outils, mais à quoi ça sert tout ça ? Comment ces outils et ces dispositifs peuvent-ils participer à optimiser mon budget formation ? Eh bien, dans ce contexte-là, en fait, on a 3 relations au cycle de l'emploi. Vous avez le salarié qui va intégrer une entreprise ou un nouveau secteur d'activité dans l'entreprise. Une fois qu'il a intégré donc ce poste, on va chercher à le qualifier pour vérifier qu'il est opérationnel par rapport à son travail de tous les jours. Et puis, troisième étape, on va imaginer une évolution professionnelle. Alors, ces 3 approches, Émilie, est-ce que le droit les a posées ? Tout à fait. Alors, le droit les a posés puisque on va parler notamment de 3 termes qui sont fondamentaux quand on parle justement de l'optimisation du budget formation. C'est l'adaptation au poste, donc l'adaptation au poste qui est la dynamique, la responsabilité de l'employeur et finalement d'accompagner les salariés pour qu'ils soient en mesure de mener les activités du poste. Le maintien dans l'emploi qui là envoie davantage à l'évolution de l'emploi et donc la nécessité d'accompagner pour continuer à être maintenu dans son emploi au regard de l'évolution de l'emploi. Et enfin, le développement des compétences par rapport à un projet qui se mettrait en place demain. Et donc, c'est là où on parlera d'évolution individuelle, évolution personnelle. Et notamment, donc, l'adaptation au poste et le maintien de l'emploi renvoie à la responsabilité de l'employeur et ces responsabilités sont traduites au regard donc, de l'article du Code du travail qu'on vous a remis en référence. Oui, le L6321-1, qui est une vieille affaire dans le Code du travail et autrefois dans la jurisprudence. Alors, ça nous rappelle quand même que optimiser un budget formation,
c'est pas faire n'importe quoi. C'est quand même de se rappeler que l'adaptation au poste et le maintien de l'emploi, c'est de la responsabilité de l'employeur. Donc, si on se dit, tiens, je vais optimiser mon budget formation en poussant le salarié à faire du CPF dans le cadre d'actions répondant à de l'adaptation au poste, eh bien là, il y a un malentendu quelque part. Donc, j'insiste, l'adaptation et le maintien, c'est de la responsabilité de l'employeur. De ce fait, ça nous amène à aller mobiliser des dispositifs qui sont bons, mais certainement pas celui notamment du compte personnel formation. Alors, ces 3 cycles, hein, l'évolution professionnelle notamment, pourquoi est-ce qu'on s'arrête plus particulièrement sur celui-là, Émilie? Bon, on verra qu'en fonction des types d'évolution professionnelle, hein, vous voyez dans le bandeau de droite, vous avez différents types d'évolution professionnelle. Soit je progresse dans mon emploi, soit on vient m'ajouter un emploi, soit je change d'emploi ou de métier dans mon entreprise, soit j'ai carrément, là pour le coup, ce dont on évoquait tout à l'heure, un projet personnel. Et on verra qu'en fonction de ces différents types d'évolution professionnelle, on ne va pas aller chercher le même dispositif. Et c'est pour ça que c'est important de bien distinguer le projet professionnel, puisque en fonction de ce projet professionnel, eh bien, on a différents leviers de dispositifs et donc différents leviers financiers à activer. Donc, gardez bien durant ce webinaire en tête intégration, qualification, évolution professionnelle. L'intégration et la qualification vont renvoyer à l'adaptation au poste et au maintien dans l'emploi. Et l'évolution professionnelle va renvoyer à ce que le droit appelle le développement des compétences. Et les approches d'optimisation de budget formation donc, vont s'adapter et vont se positionner en fonction de ces trois moments du cycle de l'emploi. Alors, concrètement, ça veut dire quoi, Émilie? Il y a 4 moments particuliers pour engager le process. C'est ça, c'est qu'en fait, on va se dire, pour pouvoir justement optimiser cette approche, on va se poser 4 moments. Un moment de positionnement par rapport au projet professionnel, un moment où on va choisir le chemin de la professionnalisation, et vous allez voir ce qu'on entend par là. Un troisième temps où, au regard de ce choix de chemin de professionnalisation, on va pouvoir choisir le bon dispositif d'accès à la formation. Et enfin, ça va nous amener à choisir la bonne méthode d'évaluation et de validation. Et donc là, ce qu'on vous propose, c'est d'évoquer avec vous chacune de ces étapes et de voir pour chacune des étapes quels sont les outils, les dispositifs qu'on peut mobiliser. Alors pour le coup, là, dans un premier temps, le positionnement. Alors le positionnement est particulièrement important parce qu'il va participer à analyser le besoin en compétences du collaborateur selon qu'il se trouve sur l'approche intégration, souvenez-vous, qualification, évolution professionnelle. Là, pour le coup, Émilie, en matière d'outils de positionnement, on en a 2 grandes familles, une qui dépend plutôt de l'employeur, l'entretien d'activité qu'on appelle encore entretien annuel d'appréciation, etc., et l'entretien professionnel qui lui est obligatoire. Et de l'autre côté, 2 outils qui sont plutôt à la main du salarié, le conseil en évolution professionnelle et le bilan de compétences. Oui, donc ça constitue 4 outils. Alors ces 4 outils, on peut les positionner. L'idée, c'est de pouvoir les positionner dans le cycle d'accompagnement du collaborateur. L'entretien d'activité est un entretien, donc comme tu le rappelais, Philippe, qui n'est pas juridiquement obligatoire, mais qui pourtant permet de sécuriser la phase d'intégration et d'accompagner la phase de qualification, notamment pour répondre aux obligations de l'employeur d'adaptation au poste et de maintien dans l'emploi. Donc ça, c'est un premier outil qui est nécessaire pour justement bien analyser, puisqu'on parle des besoins en formation et de l'optimisation du budget. C'est via cet entretien que peuvent émerger des besoins d'adaptation au poste et de maintien dans l'emploi, et donc potentiellement d'y attacher les dispositifs qui vont bien, qu'on verra après. L'entretien professionnel, lui, n'accompagne ni l'intégration ni la qualification. Il a pour but de se projeter. C'est pour ça qu'on l'a positionné au moment de l'évolution professionnelle, puisque cet entretien professionnel va se projeter sur différents projets peut-être d'évolution et de mobilité professionnelle. Et là encore, de cet entretien vont pouvoir émerger des besoins en formation pour accompagner ces projets. Et en fonction du type de projet, vous voyez, vous avez nos différents petits schémas qu'on a repris, et bien en fonction de ce type de projet, on va mobiliser le bon dispositif. Donc ces 2 outils qui sont à l'initiative de l'employeur sont fondamentaux vraiment pour pouvoir déjà bien analyser le besoin en formation. Et comme on le redisait tout à l'heure, pour pouvoir optimiser ces budgets, ça commence aussi par la bonne analyse du besoin en formation. L'entretien d'activité et l'entretien pro étant 2 outils importants. Et c'est important de leur redonner à chacun d'entre eux leur sens.
Alors, est-ce que tu peux rapidement expliquer les petits schémas là, que nous avons en dessous d'évolution professionnelle? Oui, alors les deux premiers schémas, c'est l'évolution dans l'emploi. Soit on va venir ajouter des activités sans sortir du champ de l'emploi à un individu, donc on va élargir son champ d'activité, son champ de compétences, soit parfois, quand on va rechercher l'expertise pour un collaborateur donné, on va resserrer son champ, c'est-à-dire qu'on va lui enlever des activités. C'est une forme de progression, mais dans l'emploi. La colonne d'à côté représente le fait de venir ajouter un emploi supplémentaire. Alors, ça arrive parfois dans nos organisations, quand on restructure les choses, eh bien, on était responsable formation, on va devenir responsable formation et recrutement, et donc ça vient ajouter un emploi à notre emploi existant. Le troisième petit schéma, là pour le coup, on est sur un changement d'emploi ou un changement de métier. Je suis assistante RH, je vais devenir assistante commerciale, je change d'emploi de métier, qui peut être potentiellement aussi associé à une évolution, donc à une évolution en termes de niveau, en termes de catégorie socio-professionnelle. Et enfin, sur la colonne de droite, vous avez l'évolution en dehors de l'entreprise, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure l'évolution personnelle, le projet personnel, qui là potentiellement, eh bien, tout à l'heure, on le verra, concernera d'autres dispositifs, mais qui peuvent tout à fait être évoqués à l'occasion de l'entretien professionnel. Alors, vous voyez, dans le cadre de l'entretien état des lieux, par exemple, à un moment, vous devez faire état de la progression professionnelle. Eh bien, au travers de ces petits schémas que vient de nous expliquer Émilie, vous avez les différentes composantes de ce que peut être la progression professionnelle. Tout ça est très attaché donc à l'optimisation des budgets parce que en analysant concrètement l'entretien d'activité, en analysant concrètement la projection que je vais avoir avec le collaborateur, je vais choisir, mais de façon concrète, les besoins en compétences et pas répondre à des besoins non définis et non justifiés. Alors ensuite, vous avez donc au niveau des outils plutôt à l'initiative du salarié, vous avez le conseil en évolution professionnelle. Alors on l'a plutôt positionné à partir de la phase de qualification, d'évolution professionnelle, parce que quand on est en intégration, on ne va pas nécessairement se questionner déjà dès lors sur son projet professionnel et donc l'intérêt d'aller mobiliser un CEP est peut-être moins à ce niveau-là. Donc là, pour le coup, le conseil en évolution professionnelle, pour rappel, c'est un service gratuit qui est disponible et qui permet potentiellement d'être accompagné en 2 temps. Un premier temps d'accueil et de découverte du besoin et un deuxième temps d'accompagnement un peu plus personnalisé en lien avec son projet professionnel. Et enfin, vous avez le bilan de compétences qui lui aussi, on l'a positionné sur la phase de qualification et d'évolution professionnelle, le bilan de compétences qui permet effectivement de faire le point sur son projet professionnel et de venir le confirmer ou pas. Oui, donc voilà, première étape fondamentale, on ne se lance pas dans des actions de formation avant de bien analyser ces fameux besoins. Là, nous avons 4 outils qui sont essentiels. À partir du moment où on a analysé le besoin en compétences, il faut savoir quel chemin je vais prendre. On suit le chemin de la professionnalisation. Mais ce chemin de la professionnalisation va nous amener soit vers des formations certifiantes, et Émilie va nous en parler, soit vers des formations qualifiantes. Et à quel moment? Bien, je vais plutôt m'orienter vers les formations certifiantes et les formations qualifiantes. Alors, une petite remarque, sachez que la plus grosse partie des actions de formation financées par les OPCO, par donc les ATPro, renvoient souvent vers des formations certifiantes. Mais pas que, on est bien d'accord. Émilie. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on veut optimiser son budget formation, on est quasiment obligé de réfléchir à la formation certifiante. Alors, la formation certifiante, généralement, on s'oriente vers ce chemin-là quand on a besoin d'aller vers une reconnaissance sur le marché du travail. C'est ce qui caractérise ce qu'est la certification professionnelle. J'ai une certification, j'ai une reconnaissance sur le marché du travail, et donc ça facilite en quelque sorte mon parcours professionnel. La qualification, elle, c'est une formation qui va mener finalement à une reconnaissance, mais qu'à l'intérieur d'un environnement professionnel, à l'intérieur de mon entreprise, voire de ma branche. Mais à partir du moment où je veux m'exporter avec cette qualification, bien, je n'ai pas de reconnaissance officielle sur le marché du travail. Donc, il y a cette logique-là à avoir à l'esprit, tout en sachant quand même qu'effectivement, la majorité des dispositifs aujourd'hui sont orientés vers de la formation certifiante. Mais est-ce qu'on peut dire, Émilie, qu'au niveau des actions de formation qualifiante, pour une partie d'entre elles, on peut trouver une réponse au travers du répertoire spécifique?
pour les formations qualifiantes? Oui, avec des formations qui sont plus courtes, hein, donc qui vont nous permettre, sur un certain nombre de sujets, finalement, de se dire: «Bon, bah, a priori, j'étais parti sur une formation qualifiante, mais tout compte fait, bien dans le répertoire spécifique du champ de la certification professionnelle, il y a parfois des réponses, à des formations qui, à la base, étaient qualifiantes, qui pourraient être certifiantes au répertoire spécifique et de ce fait, m'ouvrir à des financements». Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que pour ça, vous avez des fichiers qui ont été mis à disposition et qui peuvent être très utiles justement pour optimiser son budget. Des fichiers qui ont été mis à dispo par France Compétences. Vous avez la liste de toutes les certifications qui existent dans un seul et même fichier. Et vous avez aussi un fichier qui a été mis à disposition par la Caisse des dépôts et consignations qui reprend l'intégralité de l'offre de formation CPF disponible. Donc, si vous voulez vous procurer ces fichiers et que ça vous intéresse, peut-être qu'on vous donne les liens, ça peut être très intéressant dans une dynamique d'optimisation du budget par la voie de la formation certifiante. Voilà, il faut savoir que les plans de développement des compétences sont à 90% dans une dynamique qualifiante. Là, il y a une vraie réflexion d'évolution vers les formations certifiantes. Et on pourrait y revenir, c'est très intéressant à la fois pour l'employeur et le salarié. Alors, concernant les dispositifs d'accès à la formation, il y en a qui sont à l'initiative de l'employeur, il y en a qui sont à l'initiative du salarié. Là encore, Émilie, il faut qu'on se positionne. Tout à fait. Donc là, on va reprendre le schéma, et l'idée, c'est de se dire, en fonction de ces dispositifs, ils vont permettre ou pas d'accompagner certaines phases. Le plan de développement des compétences, qui est l'outil par excellence, le dispositif par excellence de l'employeur, eh bien, le plan de développement des compétences peut accompagner les 3 phases, l'intégration, la qualification, l'évolution professionnelle. C'est vraiment un dispositif qui est complètement transverse d'accompagnement du salarié. Deuxième dispositif, c'est le dispositif du contrat de professionnalisation, effectivement, qu'on va plutôt mobiliser dans une dynamique d'intégration en vue d'une phase de qualification. Vous avez effectivement son homologue, qui est le contrat d'apprentissage, qui, lui, peut être mobilisé au même titre que le contrat pro dans une dynamique d'intégration en vue de la qualification, mais il faut savoir que le contrat d'apprentissage peut aussi être mobilisé pour quelqu'un qui est déjà salarié de notre entreprise et qui a moins de 30 ans et à qui on souhaiterait faire bénéficier d'une évolution professionnelle, mais pour laquelle on a besoin de mettre en place une formation. Eh bien, il est possible de suspendre le contrat de travail pour faire bénéficier d'un contrat d'apprentissage. Alors, Émilie, sur l'alternance, quand même un petit mot, parce qu'en matière de financement, en matière notamment du contrat de pro, il y a tout un volet possible, et il y a notamment le contrat de pro expérimental qui est intéressant, dans certains cas, dans le financement de la formation. Oui, tout à fait. Alors, le contrat de pro expérimental qui est vraiment très intéressant puisque c'est une expérimentation. Alors, certains OPCO l'amènent, d'autres OPCO ne l'amènent pas, donc il faut vous rapprocher de votre OPCO, mais ça permet de monter une action de formation au plus proche des besoins de l'entreprise, qui donc n'est pas nécessairement certifiante, qui est qualifiante et qui permet effectivement, en fonction de ses besoins, de construire un programme de formation sur mesure en fonction du positionnement de l'individu au regard de nos besoins et de ce fait de faire une intégration sur mesure grâce notamment à la prise en charge par l'OPCO d'une partie du contrat de professionnalisation. Ouais, et puis ce contrat d'apprentissage dont tu parles, là, qui est intéressant sur la partie de salariés qui sont déjà dans l'entreprise. Là aussi, quand on n'a pas trouvé d'autres financements, eh bien, on peut proposer aux salariés, on ne peut pas l'imposer, proposer aux salariés de faire un contrat d'apprentissage. Intéressant. Alors, nous avons, pour continuer sur le principe de l'alternance, nous avons la PROA. Alors, la PROA, qui est la professionnalisation par l'alternance, qui permet à quelqu'un qui est déjà salarié de chez nous d'être accompagné sur une reconversion ou sur une promotion, puisque c'est son vrai nom, reconversion, promotion par l'alternance. Et là, pour le coup, on est sur une dynamique de changement de métier ou d'ajout d'un métier à un métier existant. Et donc, ça permet d'être accompagné sur une dynamique, pour le coup, d'évolution professionnelle. Donc, ça veut dire que quand vous identifiez, quand vous avez des remontées de besoins, des évolutions professionnelles, la PROA peut peut-être être une réponse, effectivement, à ce besoin-là. Oui, la PROA, qu'on appelle encore dispositif de reconversion ou de promotion par l'alternance. Alors, évidemment, qui est assez restreinte. Et là, rapprochez vous de vos opérateurs de compétences qui vous expliqueront comment il est possible de la mettre en place, si c'est possible, puisqu'il faut un accord de branche. Ensuite, vous avez le dispositif de transition collective. Donc, le dispositif de transition collective qui a pour ambition d'accompagner des entreprises qui ont identifié des emplois fragilisés et de permettre à ces salariés qui occupent des emplois fragilisés de s'orienter vers des métiers porteurs plutôt en dehors de l'entreprise, correspondant à des métiers porteurs sur un bassin régional.
Donc là, on est effectivement plutôt sur des projets en dehors de l'entreprise. Et enfin, vous avez le Transco congé mobilité. Pour le coup, hein, alors à l'inverse de Transco, ce qui se passe, c'est qu'à l'issue du Transco congé mobilité, le contrat de travail est rompu, hein, ce qui fait que là, on est exclusivement dans une dynamique de projet en dehors de l'entreprise. Mais vous voyez qu'en fonction du besoin qui a été identifié, en fonction de la phase de qualification, d'intégration, de qualification, d'évolution professionnelle dans laquelle on va se trouver, on ne va pas pouvoir mobiliser les bons dispositifs, les mêmes dispositifs. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir cette analyse préalable avant de se poser la question du dispositif. Alors, quand même, petit commentaire complémentaire. Pour les entreprises de moins de 300 salariés, il y a une prise en charge de 100% au niveau des plafonds, donc des associations de transition pro. Pour les entreprises de 300 à 1000 salariés, prise en charge de 75%. Et pour les entreprises de 1000 salariés et plus, prise en charge de 40%. Mais attention, 100%, 75%, 40% des frais pédagogiques et des rémunérations. Là, il y a vraiment une réflexion à avoir. Si vous êtes dans cette dynamique-là, on y reviendra quand on parlera des acteurs. Alors, d'un autre côté, on a le salarié. Alors, le salarié, bien, il lui est aussi proposé de mobiliser un certain nombre de dispositifs. Vous les connaissez, il y en a essentiellement 3. Le contrat, le CPF, le PTP et ce qu'on appelle le PRP. Bon, Émilie va vous en expliquer, va vous en parler rapidement. Oui, alors, donc là, encore une fois, ces dispositifs, on les positionne au regard de notre schéma. Le compte personnel de formation peut être mobilisé pour des projets rattachés à de l'évolution professionnelle. Donc, ça veut dire qu'effectivement, je peux mobiliser en tant qu'individu, soit dans une dynamique individuelle, soit dans une dynamique personnelle. Et on est sur ces deux approches-là, mais on peut le mobiliser dans une approche d'évolution professionnelle. Et c'est là où on parlera de co-investissement, de cofinancement, plan de développement des compétences CPF, puisque dans l'entreprise, quand on est sur un projet qui est partagé avec le salarié, on peut très bien construire un co-engagement via un cofinancement, plan de développement des compétences CPF. J'en profite pour vous dire que c'est le thème de notre prochain webinaire qui se déroulera en mars. Donc, le compte personnel de formation, le projet de transition professionnelle qui, lui, est attaché effectivement à une dynamique de changement de métier ou de changement de profession. Ça peut tout à fait être un projet de changement de métier ou de profession dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Donc, ça peut être pour un projet individuel ou pour un projet personnel. Les deux cas sont envisageables. Et enfin, vous avez le dernier dispositif qui est le projet de reconversion professionnelle qu'on appelle aussi dispositif démissionnaire, qui donne la possibilité, sur certaines conditions, à quelqu'un de pouvoir démissionner et toucher le chômage à partir du moment où il respecte des conditions d'années d'exercice professionnel et à partir du moment, bien évidemment, où il est porteur d'un projet de reconversion, de création ou de reprise d'entreprise. Donc là aussi, ça peut être un dispositif vers lequel on peut tout à fait orienter les équipes. Alors, une petite remarque, hein, on est sur le sujet de l'optimisation des budgets. Vous voyez qu'il y a une forme d'accompagnement au départ de l'entreprise, avec Transco congé mobilité, avec le projet de reconversion professionnelle. Ces dispositifs, en quoi sont-ils des accompagnateurs du financement du budget? Eh bien, parfois, l'entreprise a le choix de rompre un contrat en engageant un licenciement économique ou bien d'aller chercher du financement pour accompagner les gens de façon à ce qu'ils puissent ensuite retrouver un emploi sur le marché du travail. Là, il y a une question d'image de marque sur laquelle on va jouer et pour laquelle il est possible d'avoir un accompagnement financier. Alors, concernant le projet de reconversion professionnelle, il n'y a pas d'accompagnement financier, mais il y a la possibilité donc de permettre aux salariés de toucher, comme le disait Émilie, le chômage lorsqu'ils se retrouvent sur le marché du travail. Enfin, dans cette approche, on arrive au dernier point, et le dernier point, c'est l'évaluation et la validation. Alors, qui s'exprime d'une part par, bien entendu, la validation des acquis de l'expérience et la VAP 85, moins connue, et d'un autre côté, les outils d'évaluation, les évaluations certificatives et sommatives. Émilie, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Oui. Alors, c'est vrai que quand on vise une certification professionnelle, pour que ce soit considéré comme une formation certifiante et donc éligible au dispositif, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc, ça veut dire que je vais passer par une évaluation, notamment dans le cadre d'une formation certifiante, une évaluation dite certificative. Les outils de validation, eux, donc notamment la VAE, vous le savez, c'est un outil qui permet, donc non pas par la voie de la formation, mais par la voie de la reconnaissance de son expérience, de valider une certification du RNCP. Vous avez d'ailleurs un projet de loi
là, qui est tout prêt à sortir et qui permettrait effectivement notamment de faire de la VAE par bloc de compétences. Donc là aussi, il y a des choses qui se passent en ce moment sur ce sujet, mais c'est un outil qui propose une autre voie que celle de la formation, et donc potentiellement de proposer, de par ce biais de la VAE, d'une certaine façon, une optimisation des budgets formation pour le coup. Et donc, c'est ça qu'on peut dire sur les outils de validation. Oui, alors sachant que la VAE, dans cette logique d'optimisation des budgets, certains l'utilisent aussi pour, même si ce n'est pas le but premier de la VAE, mais l'utilisent pour réduire des parcours de formation. C'est une façon d'optimiser les budgets. Sachez au passage, Émilie parlait de projet de loi, mais que le congé VAE va passer de 24 heures à 48 heures, donc c'est pas neutre, ça. Et puis aussi souligner que lorsque vous engagez un process d'évaluation avec une certification, en quoi ça participe à l'optimisation du budget? Eh bien, c'est là où on va constater qu'il y a un investissement en formation quand on va pouvoir venir dire, bien, on est au clair sur l'évaluation des acquis, l'évaluation des compétences, on sait ce qu'il a appris. Là, c'est pas une optimisation en argent, mais c'est quand même une optimisation de la productivité possible et positive du salarié dans l'entreprise par le constat de ses compétences. Ça nous semble participer de l'optimisation du budget. Voilà pour ces 4 points. Le temps passe vite. Il nous reste quelques minutes pour attaquer le dernier point. Et le dernier point n'est pas neutre, c'est le choix et les relations qu'on va pouvoir développer avec les acteurs de la formation. Alors plus particulièrement, bien entendu, on va parler des acteurs qui financent la formation. On va se centrer sur 2 d'entre eux. Les opérateurs de compétences, les OPCO, et de l'autre, les ATPRO, associations de transition professionnelle. On va repositionner aussi l'employeur et le salarié au regard de leur capacité à financer la formation professionnelle. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est d'imaginer quelle coarticulation on peut imaginer dans cette approche de financement de la formation. Mais préalablement, Émilie, on va se concentrer sur la décision du choix du bon financeur. Oui. Alors, c'est vrai qu'avant de s'orienter vers la décision du choix du bon financeur, on a des étapes à respecter. Alors, c'est un petit peu le résumé de tout ce qu'on s'est dit, c'est que, premièrement, avant d'aller vers un dispositif ou un financeur, il faut qu'on soit bien au clair, c'est nos 3 étapes, avec le projet professionnel. Et ce projet professionnel de ce projet professionnel va découler l'identification de l'étape d'accompagnement correspondante, justement, intégration, qualification, évolution. Ces 2 étapes sont fondamentales, vous l'avez compris, pour ensuite, effectivement, en étape 3, choisir le bon dispositif d'accès à la formation et donc, en quelque sorte, optimiser notre financement. Et enfin, 4e étape, s'orienter vers le bon financeur. Et donc, c'est ce qu'on va voir. Voilà 4 étapes fondamentales qui nous permettent donc d'être dans une optique d'optimisation, d'ingénierie financière. Ingénierie, vous voyez, c'est par quelles étapes je passe pour optimiser mon budget de financement de la formation. C'est un incontournable. On vous a présenté donc au travers du point 1, 2 et 3 ces différents éléments. Bien entendu, on rappelle, ce support sera à votre disposition, n'est-ce pas, Émilie? Tout à fait, oui. Ce support donc, est disponible au téléchargement suite au webinaire que vous pourrez également revoir en replay. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés effectivement par les liens vers les documents dont on a parlé, eh bien, dans l'évaluation, n'hésitez pas à le mettre. Vous allez recevoir une petite évaluation suite à ce webinaire. Mentionnez que vous souhaitez recevoir les liens. On reprendra contact avec vous très rapidement après le webinaire. Voilà, et on en arrive maintenant à ces fameux financeurs. Alors, on se les repositionne, essentiellement 4 financeurs, donc au niveau de l'employeur et du salarié. Le salarié est un financeur, vous le verrez. Le financeur, les financeurs externes, l'opérateur de compétences d'une part, et l'association de transition professionnelle. Alors, évidemment, il y en a d'autres de financeurs externes, mais là, pour le coup, on s'est concentré sur ces 2-là. Alors, concernant, Émilie, le plan de développement des compétences, le financeur principal, bien entendu, c'est l'employeur. Oui, le financeur principal reste l'employeur, puisque le plan de développement des compétences permet, comme on disait tout à l'heure, de sécuriser l'adaptation au poste et le maintien dans l'emploi. Donc, ça reste le dispositif d'accès par excellence de l'employeur. Pour autant, ce plan de développement des compétences, eh bien, le financement peut être complété par l'OPCO, notamment pour les structures de moins de 50 salariés, et éventuellement par le salarié. Mais là, Philippe, dans quel cas le salarié pourrait-il intervenir dans le financement de l'action du plan ?
Eh bien, la loi permet toujours à l'employeur de proposer aux salariés, dans le cadre des actions de développement des compétences, d'effectuer jusqu'à 30 heures de formation non rémunérée. Alors, vous allez me dire, mais les salariés accepteront jamais une situation pareille. Parfois, c'est le salarié qui demande, au titre du plan de développement des compétences, de bénéficier d'une action de formation. L'employeur pourrait être intéressé et lui dire, voilà, c'est un deal. Moi, je te finance tes frais pédagogiques. Toi, tu acceptes de suivre cette formation, comme la loi le prévoit, sur jusqu'à 30 heures de formation non rémunérée. Dans cette logique, on a aussi donc le financement de l'alternance. Alors juste une petite remarque par rapport à l'OPCO. N'oubliez pas, on parle des entreprises de moins de 50 salariés, mais si vous êtes une entreprise de 50 salariés et plus, n'oubliez pas les contributions donc, qui sont liées à des conventions collectives et les contributions volontaires qui sont des sources de financement. Renseignez-vous auprès de votre OPCO, parfois on l'ignore. L'alternance, l'alternance, là, par défaut, bien entendu, le financeur principal, ça va être l'OPCO. Alors normalement, le coût que l'OPCO finance, c'est un coût forfaitaire, c'est-à-dire que ça prend aussi en compte les rémunérations. Mais on sait tous qu'en règle générale, les coûts pédagogiques sont au niveau de ce que l'OPCO finance, ce qui veut dire que l'employeur va être le financeur complémentaire au travers des rémunérations. Dans le cadre de la PROA, c'est pareil. Donc l'OPCO, financeur principal, avec évidemment l'employeur qui pourrait être un financeur complémentaire. Alors vous verrez que là, on n'a pas positionné le salarié, même si la loi dit que le salarié peut être demandeur d'une PROA, mais en règle générale, l'employeur peut tout à fait la refuser. Donc on a mis ça de côté, d'autant plus que la PROA doit encore évoluer dans son utilisation. Transco. Alors Transco, on en parlait, financement par l'AT-Pro à des niveaux très intéressants, 100% pour les entreprises de moins de 300, 75% pour les 300 à 1000 et 40% pour les 1000 et plus, sur la partie des frais pédagogiques, mais aussi des rémunérations, avec un complément de financement dans certains cas par l'employeur. L'AT-Pro, on est dans les mêmes logiques. Et là, Émilie, le CPF, donc par défaut, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Alors, qui ne finance pas, mais qui va, par l'intermédiaire de France Compétences, participer au travers de l'application au financement, Émilie. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, qui va participer au financement et avec en financeur potentiellement optionnel, puisque pour le coup, il n'y a pas d'obligation. Le salarié lui-même, s'il souhaite compléter le financement parce que le montant de son CPF ne serait pas suffisant, et de l'autre côté, potentiellement l'employeur qui pourrait aussi du coup compléter le financement par une dynamique de versement complémentaire, c'est-à-dire d'abondement du CPF. C'est aussi une possibilité. Alors, de plus en plus, on parle de co-engagement quand on parle de CPF, avec le plan de développement des compétences et de l'autre côté, le financement donc, du CPF. Il y a une dynamique à engager. Chez Caraxo, on a déjà mis en place avec les entreprises un certain nombre d'actions cofinancées, plan de développement et CPF. C'est un sujet vraiment qui vaut la peine. On a aussi travaillé sur des accords GPEC dans lesquels on intègre cette politique de co-engagement CPF et plan de développement des compétences. On reste à votre disposition pour en parler, au même titre que pour le PTP, où là, on va retrouver comme financeur l'AT-Pro, l'Association de transition professionnelle, pour lequel on trouvera aussi deux financeurs optionnels. L'employeur peut tout à fait compléter un financement, que ce soit au niveau des rémunérations ou au niveau des frais pédagogiques quand ils ne sont pas pris à 100% par l'association de transition pro. Et de l'autre côté, si l'employeur ne cofinance pas, le salarié peut être cofinanceur de son projet. On est là aussi dans cette dynamique intéressante. Voilà l'ensemble des apports qui ont été imaginés. Pour les quelques minutes, Émilie, est-ce que on prend quelques instants pour des questions ? Alors, on a une petite question de Julie qui nous dit, donc, OK, vous avez parlé des 50 salariés, mais donc aucun moyen d'avoir des financements de la formation pour ces entreprises, c'est-à-dire les entreprises de 50 et plus. Alors, on le disait, si il y a des moyens, il y a 3 lignes de moyens possibles. La première ligne, donc, c'est de vérifier que un accord de votre branche a été signé et qui impose donc un financement complémentaire
à la CUFPA. Rapprochez-vous de votre OPCO, ça concerne toutes les entreprises, y compris les entreprises de 50 salariés plus. Il y a potentiellement des lignes budgétaires au titre du plan de développement des compétences pour les 50 et plus sur cette ligne-là. Vérifiez que votre entreprise ne fait pas de versement volontaire. Ça m'arrive très souvent, ou ça nous arrive très souvent, de voir dans les entreprises que on ne sait pas qu'il y avait un versement volontaire. Cet argent, c'est comme une sorte de compte en banque que vous avez. Vous vous rapprochez de votre OPCO, vous vérifiez s'il y a un versement volontaire ou pas. Et la troisième ligne va encore, dans certains OPCO, concerner des financements liés au FNE, au FSE. Là encore, rapprochez-vous de votre OPCO. Il y a parfois des possibilités de complément de financement au plan de développement des compétences. Voilà, Julie, j'espère que j'ai répondu à votre question. On a encore 2 autres questions, si on a encore quelques petites minutes. Il nous reste encore 1 minute. Les entreprises de plus de 50 cotisent à la formation professionnelle, donc c'est Claire qui nous pose la question. Pourquoi ne peuvent-elles pas bénéficier des financements OPCO ? Alors, bien parce que la loi a décidé que une partie des financements des grandes entreprises serait reversée vers les PME, vers les entreprises de moins de 50 salariés, parce qu'on estime qu'elles ont moins de budget que les grandes entreprises. Alors, je vous imagine déjà réagir face à ça, mais c'est le législateur qui a changé. Alors, sachez que ça, c'est un sujet qui revient régulièrement donc dans les discussions des partenaires sociaux. Peut-être que les choses évolueront. Et encore une question de Valérie. En entreprise encore 3 ans et ensuite à la retraite, puis-je accéder au cofinancement pour une formation en 2023, un développement des compétences qui démarreront en entreprise et poursuivis à la retraite ? Alors, qu'est-ce que tu en penses, Émilie, de ça ? Eh bien, l'idée, c'est de se dire, à partir du moment où on est dans une dynamique de formation qui démarre avant votre prise de retraite, eh bien, il pourrait être envisagé effectivement des cofinancements. Après, reste à voir les bons dispositifs à mobiliser. Oui, alors malheureusement, Claire, vous allez pouvoir avoir un financement CPF qui doit démarrer avant votre départ à la retraite. Par contre, si vous êtes sur une logique de recherche de financement avec l'OPCO, il est fortement à craindre que ce financement s'arrête au moment où vous partirez à la retraite. Donc voilà, la seule solution pour vous reste le CPF ou bien le projet de transition professionnelle. Là aussi, si vous partez à la retraite, dans cette dynamique, seuls les frais pédagogiques seront pris en charge, mais vous aurez quand même un accompagnement financier. Voilà, j'espère qu'on a répondu à votre question, Valérie. On a fait le tour des principales questions. Mais écoutez, on vous remercie pour ce webinaire, pour votre participation à ce webinaire. Le prochain, comme on vous le disait, donc, a lieu en mars. Alors, le prochain webinaire en live en mars, mais on en fera d'autres entre-temps où on vous tiendra informé. Il y aura lieu ce prochain webinaire de mars sur le co-engagement et le cofinancement plan de développement des compétences CPF. On vous souhaite une bonne fin. Peut-être ajouter encore qu'on organise une journée de formation sur le financement de la formation beaucoup plus complète parce que ce webinaire, on a dû concentrer. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez participer à cette journée sur le financement de la formation professionnelle. Donc, effectivement, Émilie, on était en train de dire qu'on souhaitait une bonne journée et un bon week-end aux personnes qui ont bien voulu assister à ce webinaire. Merci à vous. Merci à tous. Merci, Émilie.